Coucou Eric Larchevêque, Salut. ça va? Ouais, super. Je suis super contente que tu sois là, merci beaucoup, c'est un vrai honneur que tu sois ici. Je vais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, parce que tu es quand même un immense entrepreneur. Donc, tu es entrepreneur, Eric, et tu es aussi investisseur. Tu es le cofondateur de Ledger, une entreprise, une licorne française, qui conçoit et qui commercialise des portefeuilles de crypto-monnaies. Tu es aussi juré dans Qui veut être mon associé sur M6. Tu as aussi ouvert l'année dernière le Mastermind Entrepreneur au domaine L'Archevêque. En Sologne, hein. En Sologne, c'est bien ça. 2 heures de Paris. Ouais. Tu es très attaché à la Sologne. Ouais. C'est 2 jours pour booster son business. Ouais. C'est ça le concept. Et donc, ma question, elle est toute trouvée. C'est quoi les problématiques dont te font part la plupart du temps les entrepreneurs? Parce que tu es très proche du cercle entrepreneur, tu fais ce mastermind. C'est quoi ces problématiques? Alors en fait, il y en a beaucoup parce que j'en ai vu des centaines et il y a pas mal de sujets, mais il y a quand même des points communs assez intéressants. C'est que souvent, il s'agit de briser les plafonds de verre. En fait, de briser les plafonds de verre, ça veut dire quoi? C'est faire sauter les freins, c'est réussir à aller au-delà du syndrome de l'imposteur, de pouvoir réaligner son état d'esprit, son mindset. Et donc pendant ces 2 jours, il peut certes y avoir des problématiques assez techniques sur la valorisation d'une entreprise, comment faire ci, comment faire ça, dans cette situation, comment je m'en sors. Mais en fait, je travaille beaucoup l'état d'esprit et c'est incroyable l'impact et la puissance que ça peut avoir, surtout quand la personne en face écoute, parce qu'elle se dit qu'il y a quelqu'un qui est légitime, qui a l'expérience et que s'il dit quelque chose, c'est peut-être qu'il a raison ou potentiellement raison. Là, on arrive comme ça vraiment à débloquer des situations et surtout à rebooster les entrepreneurs, leur faire comprendre en fait que souvent les problématiques viennent d'eux-mêmes. Ils ont quelque part déjà la réponse à leurs questions, mais ils n'osent pas la mettre en place. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'en 2 jours, voilà, en dehors du temps, dans un lieu qui est vraiment super et propice un petit peu à l'introspection et aux échanges, de réaligner le mindset comme ça a vraiment un impact fort. Et est-ce que la plupart du temps, quand tu les rencontres, ils ont déjà conscience qu'ils ont un problème, ils arrivent à mettre le doigt dessus, ou est-ce que c'est en discutant avec toi que ça émerge et que c'est peut-être toi d'ailleurs qui leur fait prendre conscience du problème? Ouais, ils arrivent, déjà quand ils arrivent et ils ont décidé de faire ce séjour, c'est qu'ils estiment avoir des problèmes à résoudre. Donc ils sont déjà dans cette dynamique. Par contre, il arrive régulièrement que je mette le doigt sur le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils pensent arriver avec une problématique A, mais en fait, ah non, ton problème il n'est pas là, il va plutôt être à tel ou tel endroit, et c'est ça que tu dois d'abord débloquer, et ça va résoudre ton point A. Donc moi, mon objectif, quand ils arrivent, si je leur dis au début du séjour, c'est ce soir, je veux que vous dormiez très mal. Je veux vraiment mettre le doigt sur vos problèmes, sur les sujets, les points difficiles, pour que vous rentriez dans un système de réflexion, et je veux vraiment vous secouer. Et donc c'est quand même un séjour où on se fait secouer, parce que je suis très direct, et donc ouais, c'est ça, l'objectif, c'est qu'ils passent une première mauvaise nuit, pour ensuite vraiment réaligner les choses et travailler sur une nouvelle feuille de route. Mais c'est ce qu'ils viennent chercher. Après, cette introspection, c'est un avant-après, une transformation business. Donc, forcément, quand ils viennent te voir, ils s'attendent pas forcément non plus à être ménagés. Non, mais justement, c'est un peu leur objectif. De toute façon, ils viennent chercher des réponses, des solutions à leurs problématiques. Ils se font secouer, parfois ils se font surprendre sur les sujets sur lesquels ils se font secouer, mais à la fin c'est toujours très positif et ils repartent boostés avec une feuille de route et là maintenant ça fait 1 an que j'ai commencé et donc je commence à voir les premiers résultats de ceux qui sont venus l'année dernière et il y en a qui ont vraiment en fait une trajectoire de croissance qui a vraiment accéléré grâce au séjour chez moi. Et c'est quoi les feedbacks que tu arrives déjà à avoir du coup avec ces 1 an de recul? Par exemple, il y avait un entrepreneur qui était venu, il était tout fier de lui parce que il avait une centaine en fait de licences de marque sur son business de vente de voitures et il roulait un peu des mécaniques, etc. Il parlait de son ambition et en fait, je lui ai expliqué qu'il avait un business qu'il avait réussi à mettre en place qui était extrêmement puissant parce qu'il avait une approche très forte, que par contre, son ambition c'était de la merde. Qu'il fallait qu'il revoie tout, qu'il refasse une roadmap avec plutôt un engagement plus fort en passant par de la franchise, etc. Donc il ne s'attendait pas du tout à ça. En fait, il était venu pour des problématiques marketing et je lui ai dit qu'il fallait qu'il revoie son business, mais de façon encore plus percutante. Il a revu ses ambitions à la hausse et je suis repassé le voir là il y a
il y a quelques semaines, il avait son séminaire, ils étaient 200, la boîte a vraiment monté. Et des fois, il suffit juste de donner en fait un boost de confidence, de confiance, avec un réalignement des ambitions pour repartir et avoir une envie de tout éclater. Et là, voilà, c'est un exemple où effectivement, il y a vraiment un avant et un après. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, si je comprends bien, le potentiel des gens est déjà là. Oui. Toi, tu l'identifies, tu le détectes et tu es là aussi pour le faire émerger. Exactement. Là où parfois des gens questionnent les mauvaises choses et ne mettent pas le doigt sur la chose qui vraiment est réellement problématique. Complètement. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est un peu entre du conseil et du coaching. C'est-à-dire que j'ai à la fois l'expérience technique pour pouvoir comprendre la problématique, mais en même temps, je dois les faire avancer dans leur propre chemin pour qu'ils prennent conscience, en fait, soit de leurs limites, soit de leurs freins, pour les faire voler en éclats. Et là, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Et donc, je vais les amener sur le bon chemin. Et donc, on arrive à faire ça en 2 jours, vraiment à faire des progrès, à revoir les choses de façon différente. Et donc, c'est pour ça que je continue, parce que je trouve ça génial, en plus de pouvoir créer de l'impact comme ça. Et puis surtout, c'est vraiment un super plaisir. Il y a un aspect mental, du coup, qui est hyper fort, hein, ouais. Bien au-delà de l'aspect business. Ouais. Et ça tombe bien parce que ma transition, elle est toute trouvée. Tout à l'heure, tu parlais de plafond de verre. T'en as parlé sur ton site internet de cette question aussi de barrière mentale, donc ericlarchevêque.com. Il y a écrit en gros sur ton site internet, on peut pas le rater, briser et dépasser vos plafonds de verre. Sous cette bannière, il y a écrit « Vous êtes entrepreneur, solopreneur, coach ou consultant et vous avez l'impression d'avoir atteint un palier ou d'être prisonnier d'un certain nombre de freins qui vous empêchent d'avancer ?» Point d'interrogation. Donc, c'est quoi ces barrières mentales, ces plafonds de verre dont tu parles et qui bloquent les entrepreneurs que tu as pu rencontrer dans leur progression? C'est quoi? C'est un syndrome de l'imposteur? C'est une sensation de ne pas être légitime? Enfin, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a évidemment le fameux syndrome de l'imposteur, mais il y a surtout souvent un vrai problème en fait de confiance en soi qui est à la base du syndrome de l'imposteur, mais qui est ancré quand même plus profondément et qui fait que sans cette confiance en soi, par exemple, on va être dans l'impossibilité de pouvoir faire confiance aux autres. C'est très difficile de faire confiance aux autres quand on ne fait pas confiance en soi. Et donc pour déléguer, recruter, il va y avoir en fait des vrais problèmes. Donc il faut travailler ça. Il faut aussi travailler en fait la peur. La peur, qui est souvent la peur de l'échec, qui est prégnante chez les entrepreneurs, surtout quand ils commencent à avoir réussi quelque chose. Il y a ceux qui ont la peur de l'échec, qui n'ont rien fait, ils ne se lancent pas, ils sont bloqués. Mais il y a aussi ceux qui se sont lancés, qui ont avancé, qui ont commencé à avoir quelque chose. Ils disent « Oula, j'ai quelque chose, maintenant je peux perdre quelque chose ». Et comme ça n'a pas été facile d'en arriver là, eh bien, ils se ferment, ils se bloquent et ils se mettent en fait vraiment des barrières sur la prise de risque et qui fait que ils ne vont pas réussir à avancer et passer à la vitesse supérieure. Et donc il faut qu'ils se rendent compte que c'est cette peur qui les bloque, donc il faut mettre le doigt dessus, sur les raisons fondamentales pour lesquelles ils ne vont pas avancer, ils ne vont pas aller tenter telle ou telle chose, parce qu'ils sont bloqués. Et cette peur, de toute façon c'est la peur qui est à la base de nombreux freins, elle est vraiment un des premiers éléments sur lesquels il va falloir travailler. C'est un sujet qui te tient à cœur, ça, parce que tu en as parlé justement pour BPI France du rapport à l'échec, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Pour réussir, on n'est pas obligé d'avoir échoué. C'est ce que tu as dit. Donc, tu penses quoi de cette idée d'échec comme passage obligatoire justement pour apprendre dans l'entrepreneuriat comme dans la vie? C'est ce qu'on entend souvent, c'est pour réussir, il faut échouer. Il faut échouer, alors... Toi, tu dis le contraire, c'est hyper intéressant. Donc, effectivement, je ne dis pas que c'est faux, c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a arrêté d'échouer. Et je dis que l'échec, en fait, on s'en fiche, parce que n'a aucune importance. Comme il n'a pas d'importance, je ne rentre pas dans la culture de l'échec. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un moment, ça c'est très américain, de célébrer l'échec. Il y avait la FailCon aux États-Unis. Alors, je comprends d'où ça vient et pourquoi il faut briser en fait l'échec, parce que si on a cette peur de l'échec, on n'avance pas et donc il faut se dire que l'échec c'est pas grave. Mais on entend souvent des histoires d'entrepreneurs qui ont des hauts et des bas extrêmement forts, le phénix qui ressort en fait, qui renaît de ses cendres, quelqu'un qui allait très haut et quelqu'un qui s'est vraiment craché très très bas. Et donc ce que je voulais dire, c'est que pour réussir, on n'est pas non plus obligé
de se taper le fond de la piscine de manière hyper violente. Ce qui est certain, c'est qu'on va se taper des échecs, ça c'est sûr, mais on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Et donc l'échec, en fait, l'epic fail, hein, le vrai échec, n'est pas un élément fondateur ou fondamental du parcours de l'entrepreneur. C'est ça ce que je voulais dire, parce qu'encore une fois, l'échec, il faut ni le célébrer, ni en avoir peur. Voilà, c'est un peu ça, j'essaie de remettre un peu l'église au centre du village, parce que la seule chose qui compte, c'est de faire, c'est d'être dans l'action, c'est d'essayer, et il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on va y arriver. Et toi, personnellement, c'est quoi ton rapport à l'échec? C'est quoi ta vision personnelle par rapport à tout ton parcours, par rapport à ça? En fait, l'échec ne m'a jamais véritablement... on va dire, l'échec n'a jamais occupé en fait mon espace mental. Et j'ai commencé à entreprendre assez jeune, et j'ai eu cette chance en fait d'avoir une forme de naïveté qui a fait que, comme je ne savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à l'échec parce que je pense que, est-ce que c'est mon caractère ou je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une tolérance au risque qui est extrême. C'est-à-dire que, et la raison pour laquelle finalement j'ai cette tolérance, c'est que je me suis toujours dit, si je me plante, si j'y arrive pas, ou si je perds tout, ça n'a aucune importance. Mais vraiment aucune importance. Parce que je recommencerai. Je retrouverai autre chose, je ferai un nouveau business. Et la base en fait de tout ça, c'est que j'ai cette très forte confiance en moi, d'un point de vue plus professionnel, hein, pas forcément une confiance en moi personnelle, hein, c'est deux choses différentes. Et cette confiance en moi, cette confiance dans mes capacités professionnelles de réussir, de faire quelque chose, m'a toujours permis d'ignorer cette peur et donc d'être dans l'action. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je veux faire un truc, je le fais, je réfléchis pas trop, je me lance, je fais confiance à mon instinct, je peux me faire confiance parce que justement je me fais confiance d'un point de vue général, et elle est là la clé. La clé, elle est vraiment dans cette capacité de se faire confiance. Alors je sais ce que tu vas me demander, tu vas me dire mais pourquoi, d'où ça vient cette confiance en toi? Comment tu sais? On se connaît déjà un petit peu. Voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi en fait à cette question. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 7 ans. J'étais en CE1, CE2, je ne sais plus exactement. C'était Noël 1980. J'étais en Suisse, en haut d'une montagne. Je dévale une pente, je fais une chute et je me brise la jambe de façon assez violente. Grosse fracture, etc. Et donc, bref, je me retrouve à faire 1 an alité, avec vraiment une rééducation en plus qui va être très longue. Et pendant 1 an, à l'époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Donc je passe 1 an dans un lit, avec pour seule compagnie des livres, mais surtout moi-même. Et j'ai passé 1 an en contemplation, en introspection, à m'ennuyer. À 7 ans? Ouais, 1 an à m'ennuyer, à tourner en rond. Et je pense, avec le recul, que cette année, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, à discuter avec moi-même, entre guillemets, hein, je ne parlais pas tout seul. Et je pense que ça a joué un rôle, en fait, pour vraiment être quelque part aligné avec qui je suis. Et ça m'a donné, en fait, une base et une fondation qui m'a permis de me construire ensuite d'un point de vue professionnel. Et je pense que ça vient de là. Et ma conclusion, c'est que la racine de cette confiance que j'ai eue en moi, elle vient de l'ennui, en fait, et du temps que j'ai passé avec moi-même à finalement aller dans chaque recoin de mon esprit. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication. C'est hyper intéressant. Donc, en fait, ça t'a appris à te connaître, à apprécier ta propre compagnie, oui, à ne pas en avoir peur aussi. Exactement. Et donc, je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Donc, moi, tu me diras, tiens, tu dois passer 1 an seul. À partir du moment où il y a quelque chose à faire, ou me balader, ou je pourrais partir en voyage, faire le tour du monde tout seul, par exemple. Je me dirais, ok. Donc, je ne recherche pas forcément la compagnie toujours de quelqu'un. Et du reste, c'est pas un hasard si j'habite dans une forêt, c'est que j'aime bien la solitude. Et donc, je pense que là aussi, ça vient en fait de cette partie-là de mon histoire. Mais en tout cas, je pense que l'ennui, qui est aujourd'hui quelque chose qui n'existe plus,
puisque dès qu'on a quelques minutes pour soi, on sort son téléphone et on s'absorbe dans quelque chose. L'ennui, en fait, est un des précurseurs de la réussite. C'est hyper puissant. Parce qu'en fait, est-ce qu'on n'aurait pas peur aujourd'hui peut-être de notre propre compagnie ? Si, je pense qu'on a peur de rester avec soi-même, on a peur de se retrouver face à ses pensées, on a peur de devoir explorer en fait ce qu'on a au fond de soi, parce que des fois c'est pas très joli non plus, et donc il faut y aller, il faut regarder. Et aujourd'hui c'est tellement facile de s'absorber dans quelque chose d'autre, avec les téléphones, c'est évident. Dès que tu as un instant, et moi le premier, je regarde le téléphone, les réseaux sociaux, machin bidule, et donc tu t'anesthésies en fait, et tu ne t'autorises pas à passer du temps avec toi-même. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut redonner de la place à l'ennui et se forcer à s'ennuyer, surtout chez les plus jeunes, parce que j'ai peur en fait de l'impact que cela peut avoir chez les plus jeunes qui ne sont jamais en fait en contemplation, jamais en fait en réflexion interne, en tout cas pour de nombreux, pas tous évidemment. Et donc ça, en fait, le seul conseil que je me permets de donner à des parents, c'est faites en sorte que vos enfants s'ennuient. C'est hyper fort. Si je suis ton raisonnement, quand on s'ennuie, on devient curieux. Ouais. On devient curieux de qui on est, de l'univers qui nous entoure. De ce qui nous entoure, oui. Et projection, finalement, c'est de ce qu'on veut faire plus tard. Ouais. Et est-ce que c'est pas ça, justement, ce moment-là, du haut de tes 7 ans, qui fait peut-être l'entrepreneur que tu es, parce qu'à ce moment-là, du coup, tu t'es construit dans une forme, entre guillemets, d'égoïsme sain, où tu t'es construit avec moi et moi-même, avec toi-même. Et aujourd'hui, voilà, t'es l'entrepreneur que tu es parce que justement, tu avais ces fondations-là où tu as été curieux, ça t'a amené vers certains centres d'intérêt. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec le chemin que tu as choisi Oui, parce que ça m'a forcé en fait à devoir faire avec ce que j'avais et aller dans l'action et créer en fait mes propres sujets et donc ne pas être passif de mon existence en fait. Je devais vraiment faire quelque chose et donc c'est assez paradoxal parce qu'à la fois j'étais en contemplation donc il ne se passait rien et en même temps il fallait que je trouve des raisons pour que mon esprit puisse s'occuper. Et donc je pense que j'ai eu cette créativité qui est restée. Et lorsque j'étais étudiant et que je me suis aperçu que je ne pouvais pas bosser dans un grand groupe, que c'est que ce monde du travail, tout de suite je me suis dit je vais créer. Je vais faire quelque chose et ça a été donc une entreprise, mais moi je ne savais même pas ce que c'était une entreprise. Donc je n'avais pas du tout un espèce de master plan avec en disant voilà je serai entrepreneur quand j'étais grand, je ne savais même pas. Pour moi l'entrepreneur c'est quelqu'un qui fabriquait des maisons, tu vois. Donc je veux dire j'avais zéro espèce de vision. Par contre, voilà, dès qu'il y avait un truc à faire, un projet, un machin, je le faisais. Au lycée j'avais fait un journal. Ensuite, j'avais fait des petits, pas des business, mais des trucs, des décodeurs Canal+ Pirate. Enfin, je me débrouillais. Je trouvais toujours quelque chose à faire parce que c'était pour moi naturel d'être dans l'action, justement. Oui, toujours l'action, la recherche de solutions. De ce que je comprends, beaucoup de pragmatisme. Ah oui, énormément de pragmatisme. Parce que finalement, quand on est entrepreneur, surtout, on ne peut pas trop se permettre de s'attarder sur une situation si on n'est pas dans la recherche de solutions parce qu'on n'a pas le temps. Surtout si on a des équipes, on doit toujours avoir un plan A, un plan B. Exactement. Et anticiper. Et si tu t'attardes trop sur une situation, tu laisses la place à la peur. Ouais. C'est-à-dire que dans une situation adverse, en fait, si tu restes comme ça à dire « Ouh là là, attends, on va réfléchir », c'est la peur qui s'installe et la peur amène à la paralysie. Alors que si tout de suite tu te mets dans l'action et que tu commences à mettre en place des solutions, aussi futiles soient-elles, eh bien là tu commences à créer un mouvement positif dans ton esprit, d'action, de mouvement. Et clairement, le juge de paix de l'entrepreneur, c'est l'action. Il n'y a que ça qui compte à la fin, il n'y a que le résultat qui compte. Tout le reste, c'est de la littérature. Et donc, oui, l'action est vraiment l'élément fondamental de l'entrepreneur. Le concret, le factuel. Ouais, le concret, le factuel. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et je pense que tous les entrepreneurs doivent être pragmatiques. Alors après, il y a bien sûr des exceptions. Mais sinon, si tu n'es pas pragmatique, je ne vois vraiment pas comment tu peux t'en sortir. Si on est trop dans l'émotionnel ? Ouais, enfin, tu as le droit d'avoir... Moi, je suis quelqu'un d'assez émotionnel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, je suis beaucoup dans l'action. Et ce qui est certain, c'est que je passe zéro temps à dire oulala, machin, bidule, les 6 trucs et je sais pas quoi. Et non, je réfléchis très peu. Je suis mon instinct, j'ai des idées, j'y vais, je fonce sans réfléchir.
En veillant toujours à ce que ça soit constructif, en fait. Hein. C'est oui, ça que je comprends. Voilà, parce que évidemment, après, on reste humain, il y a des moments. J'essaye de ne pas faire n'importe quoi, mais j'ai une idée, je la mets en place très rapidement, parce que c'est l'exécution qui compte. Et la réflexion, c'est le début du renoncement pour moi. Donc, c'est pour ça que je mets peu de place à la réflexion. Tu as dit quelque chose d'hyper intéressant tout à l'heure, c'est que tu n'avais pas été très fan du monde du travail quand tu es rentré dedans et tu t'es dit vite, je veux être dans l'action et je veux créer au final mon système. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton expérience dans le monde du travail ? C'est très simple. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur en microélectronique et j'ai fait un stage de fin d'études chez Philips Semiconductors, donc une grosse boîte, parce que de toute façon, je pouvais travailler que dans des grosses boîtes avec mon diplôme, parce que c'est de la microélectronique, ça demande des moyens considérables. Et ça a été un choc culturel, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans cet endroit et que je voyais des ingénieurs à l'âme grise qui traînaient leur savate dans les longs couloirs et qu'en gros ils me disaient tous qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, qu'ils participaient à des projets, ils n'en voyaient même pas la fin. Moi j'ai travaillé sur la télévision numérique terrestre qui est sortie mais qui a été mise sur le marché plus de 10 ans après. Donc je me suis dit mais what the fuck quoi, comment je peux réussir en fait à exister là-dedans ? Ça a été une expérience vraiment qui m'a réveillé là-dessus, parce qu'avant je ne réfléchissais pas trop, je me laissais porter. Hein. Et là je me suis dit non, jamais je pourrais travailler dans une grande entreprise. Et donc c'était un rejet total. Et je me suis retrouvé à dire qu'est-ce que je fais ? Parce que bon, il fallait que je fasse des trucs, de toute façon je n'allais pas rester assis. Et donc très naturellement, je me suis orienté vers la création de ma première boîte. C'était le début d'Internet, donc il y avait plein d'opportunités. C'était assez facile de se lancer pour quiconque avait envie. Mais par contre, dans ma promo, on était peut-être 150, on n'a été que 2 ou 3 à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était pas du tout à la mode. Et c'était quoi les ingrédients qui te manquaient justement dans ce système d'entreprise et qui ont fait que quand tu es parti, tu te dis ces ingrédients-là, justement, je veux absolument les inclure dans mon système entrepreneurial. C'était quoi où tu t'es dit vraiment, ça c'est sine qua non, j'en ai besoin et vu que je ne l'ai pas, je vais le mettre dans mon nouveau système. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est la liberté. Okay. Donc ça, c'était un élément indispensable de pouvoir évoluer dans les directions dans lesquelles je souhaitais. Et cette liberté, en fait, elle veut aussi dire le fait d'avoir personne au-dessus de moi. Parce que pour moi c'était insupportable d'avoir quelqu'un qui allait me dire quoi faire alors que a priori j'avais pas de respect professionnel pour cette personne. Là je vise personne en particulier mais c'est juste, je disais non mais c'est pas possible, en fait ils sont médiocres, en plus il est 17h, ils arrêtent, je veux dire il y a zéro engagement, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi je ne considérais pas du tout le monde du travail comme un truc pour alimentaire. Moi, je voulais faire partie d'un projet, je voulais m'engager dans une aventure. Et donc, ce que j'ai voulu créer dans mon univers entrepreneurial, oui, c'est cette notion de liberté, cette notion d'engagement et cette notion aussi de transparence, de dire, OK, voilà ce qu'on fait et voilà où on va. Donc, pour embarquer tout le monde dans un projet, parce que un des éléments fondamentaux qui permet d'être heureux dans la vie, c'est d'avoir un projet, de savoir pourquoi tu te lèves le matin, de savoir à quoi tu sers. Et moi, je peux me dire à quoi je sers quand j'ai un projet, que je fais quelque chose, je le construis, voilà, ça correspond à ma vision des choses. Et si j'ai pas ça, je vais complètement me faner et disparaître. Et je ne pouvais pas avoir ce projet dans un univers d'entreprise où tout était normé, où il y avait peu de place à la créativité. Avoir du sens, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est clairement. Et c'est quoi ce fameux engagement entrepreneurial dont tu viens de parler ? Alors, l'engagement... Ça inclut quoi ? Alors déjà, c'est un engagement personnel, de faire quelque chose qui a du sens et dans lequel on a envie d'aller, mais aussi la base du projet entrepreneurial qui par essence se fait en équipe, c'est d'engager aussi les autres personnes. Donc trouver des associés, avoir des collaborateurs, des salariés qui s'engagent aussi dans le projet. Et c'est vraiment ça ce que j'ai mis en place, alors sans le savoir, parce que tout ça je le faisais sans mettre les mots dessus. En fait c'était créer du leadership. Même si ce mot je l'ai appris, je sais pas, il y a 5 ans, hein, donc je ne savais pas ce que c'était le leadership, mais je le faisais sans le savoir. Et d'engager les gens dans un projet, c'est ce qui permet de créer de la valeur. Parce que quand tu as des personnes qui bossent et qui croient au projet, et qui vont jusqu'au bout et qui veulent que ça fonctionne, forcément ça va beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et ça ne veut pas dire qu'ils bossent 15 heures par jour, c'est pas ça. C'est juste que
ils font ce qu'il faut, quand il faut, au bon moment, et ça va tout changer quand il y a une équipe qui est engagée. Dans l'exécution du projet, c'est génial, et pour engager cette équipe, il faut la confiance et la transparence, c'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir beaucoup de respect envers eux, il faut les traiter comme des adultes, il faut leur expliquer ce qui se passe, beaucoup de communication, de transparence, dire quand ça va bien, il faut dire les choses, mais quand ça va mal, il faut aussi les dire, les choses, et expliquer comment on va faire. Et c'est ça qui crée de l'engagement et qui est un des éléments forts en fait, de la croissance d'une entreprise. Et quand tu as eu la bascule entre le fait de quitter justement le salariat et de te dire je veux créer mon système, je veux avoir cette liberté dans l'entrepreneuriat, c'était quoi les émotions? Alors j'ai compris, tu es quelqu'un de pragmatique, mais est-ce qu'il y avait quand même peut-être une part d'anxiété, d'angoisse, d'incertitude, ou est-ce que non, c'était vraiment une évidence de te dire de toute façon, il n'y a que là que je pourrais trouver du sens? Ah, c'était plutôt de l'exaltation. T'étais excité? Ah oui, c'est-à-dire que je me disais, c'est génial, je peux créer mon entreprise, et à aucun moment je me disais, je prends le risque de perdre mon capital, de me planter, de décevoir des clients, de rater un truc. J'imaginais que c'était possible, mais l'anxiété, jamais, zéro. Alors ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors on va revenir sur la question que tu as devinée tout à l'heure, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est toujours le même contexte. Ça vient d'où? Comment elle est venue cette confiance? On peut pas, je pense, entre guillemets, tout mettre sur le compte de cet enfant de 7 ans que tu étais. Bon, certes, c'est un an. Ça a sans doute, bien sûr, transformé ta vie sur bien des aspects. Mais elle vient d'où cette foi inébranlable, finalement, à toi, en tout cas professionnellement et à l'avenir? Alors, je pense que ça vient de mon absence de réflexion. C'est-à-dire que moi, je réfléchis pas. Alors, je suis pas en train de dire que je suis débile. C'est pas ce que je veux dire. Je dis juste que moi, j'intellectualise pas. Et je vois des gens, en fait, il y a des situations, il y a un truc, ils peuvent rien y faire. Et ils vont réfléchir tout le temps, quoi. Ils vont pas dormir, ça va tourner dans la tête, alors que au final, ils peuvent rien faire. C'est en dehors de leur truc. Et moi, ça m'arrive pas, ça, par exemple. Alors j'imagine qu'évidemment, s'il m'arrive un truc horrible, je pense que ça tournerait un petit peu. Mais s'il y a une situation, on va dire, anxiogène, et que je ne peux rien faire, parce que ça ne dépend pas de moi, et même si ça peut me toucher, par exemple, je vais arrêter d'y penser, je vais m'endormir. Je ne vais pas passer la nuit alors qu'il y a des gens, en fait, je ne sais pas pourquoi, je comprends pourquoi, en fait, mais ils vont passer toute la nuit à réfléchir, à dire ceci, et pourquoi cela, et machin, alors qu'en fait, de toute façon, ça ne sert à rien. Et comme ça ne sert à rien, je ne le fais pas. Et tu as toujours été comme ça? Ouais, c'est pas un travail personnel avec le temps? Non, c'est que je me pose pas trop de questions. Alors ça, c'est clair. Alors là, ça facilite la vie. Mais oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr. En fait, quand tu te poses pas de questions, ou très très peu, les choses sont bien plus simples. Complètement. Tu vois. Donc moi, j'ai cet avantage de ne pas me poser de questions. Et j'ai un deuxième avantage, c'est que j'oublie très vite. C'est-à-dire que j'ai une mauvaise mémoire. Et bien sûr que dans la vie, tu as des moments terribles. Tu fais des trucs et tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça ou des gens qui te font des saloperies et tu peux dire putain, je vais me venger. En fait, moi, j'oublie. Et donc, ça a choqué parfois des amis qui me disent pourquoi tu parles à ce gars-là et il avait essayé de te niquer il y a 4 ans. Je dis ah bon? J'oublie. Et en fait, c'est hyper génial parce que je trimballe pas en fait un énorme sac, tu vois, rempli de saloperies. J'oublie vraiment. Alors évidemment, il y a des inconvénients. Je vais me faire niquer 2 fois, 3 fois, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une certaine forme de naïveté. Et puis, s'il se trouve que j'oublie, peut-être que je vais refaire une connerie que j'ai déjà faite. Donc normalement, l'expérience est censée éclairer le chemin. Donc je ne dis pas que c'est forcément la meilleure chose, mais en tout cas, d'un point de vue mental, ne pas traîner un bagage émotionnel fort de plein de petites conneries, de petits trucs, tu sais, qui s'accumulent et qui font qu'à la fin, des fois, tu vois, tu vas être en crise existentielle. Moi, ça, je connais pas. Et parce que j'oublie. Mais c'est ce que j'allais te dire, ça t'allège énormément ta charge mentale. Ben ouais. Parce qu'en fait, j'en ai dit, pouf, m'en fous. Je passe à autre chose. Et puis après, j'oublie vraiment, tu vois. Et je fais pas un travail pour oublier, c'est juste que j'oublie. Et bonheur. Ah ouais, c'est le bonheur. Mais de toute façon, tu dis à n'importe qui, tiens, je te donne la possibilité de rebooter ta vie. Tu vois, hop, tu disparais, tu réapparais ailleurs. Et tu n'as plus rien. Tac. Alors bon,
ok, tu vois, t'es marié, t'as des enfants, une famille, ok, mettons ça de côté, parce que là, je comprends que tu peux pas dire... mais, tu vois, de mettre un terme, et t'as plus de charge mentale par rapport à toutes les merdes que tu trimbales. Je veux dire, tu vois, c'est génial. Respire. On respire. Et en fait, on peut arriver à ça. C'est juste un choix, tu vois. Wow. Je pense que c'est quelque chose de dire, bah, en fait, de toute façon, j'y peux rien, c'est comme ça sert à rien de me miner. C'est un conditionnement. Donc, ouais, en fait, il faut passer du temps que sur les choses où tu peux avoir un impact via de l'action. Tu vois, si tu as un problème et que tu fais rien, bah là, c'est de ta faute. Parce qu'à un moment, il faut faire. Et puis, je veux dire, là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais des fois, tu as quand même des choses qui sont pas terribles et qui t'arrivent, bah, tu n'y peux rien, tu vois, ou pas grand-chose. Bah là, ça sert à rien, tu vois, de se prendre une charge mentale de malade. Et évacuer tout ça, bah, du coup, ça te laisse du temps pour penser à ce que tu peux faire. Et moi, par exemple, je pense toujours au passé, jamais au futur, et peu au présent. C'est-à-dire que le passé, je pense jamais, quoi. Oui, tu es dans la progression. Toujours, oui. toujours je vois. Et donc, et c'est toujours, mais donc après, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu as une réussite. Tu dis, bon, bah, c'est quoi la suite et quoi d'autre? Donc, tu savoures peu, tu vois. C'est-à-dire qu'à peu de moments que tu t'assois et tu dis, ouais, super et tout. Non, tu dis, bon, alors, ok, super, j'ai fait ça a marché ou ça a foiré. C'est qu'est-ce que, tu vois, la suite, quoi. Mais justement, c'est quoi ton rapport aux célébrations? Parce que tu es une flèche, t'avances. Est-ce que tu as quand même conscience de ce que tu accomplis quand... bah, je sais pas, tu as eu des temps forts dans tes boîtes. Bien sûr. Tu prends parfois le temps de te mettre sur pause et de se dire, ah, ok, là je suis dans le présent, ça c'est cool. Pas trop, parce que quand il y a des grosses merdes, je prends pas le temps de faire des pauses, justement. C'est-à-dire, pour un exemple concret, j'avais un hôtel en Lettonie, il a été à moitié détruit par une inondation quelques jours avant l'ouverture, donc c'était assez terrible et... je suis arrivé là-dedans, tout était inondé, de l'eau partout, c'était horrible. On avait bossé 2 ans sur le truc. Bon, voilà, là, tu peux te dire, ok, donc je me suis laissé, je dis, ok, je compte jusqu'à 5. Et après 5, c'est bon, tu vois. Et là, bah, j'ai pris une serpillière, tu vois, j'ai commencé à faire des actions, même nulles et sans intérêt, mais qui me remettent dans un état d'esprit de résolution de problèmes. Et donc, ouais, j'ai commencé à éponger, j'ai appelé des gens, on a mis en place des machins, on a trouvé des solutions, et puis à la fin, on s'en est sorti, tu vois. Et donc, comme je passe pas de temps en fait, à ruminer des situations difficiles, bah, je passe pas non plus du temps à célébrer en fait les victoires. Alors évidemment que je les vois passer, que je m'en rends compte et que je suis content, mais en fait c'est très transitoire, mais en même temps, parfois c'est frustrant. Parce que je me dis, mais quand est-ce qu'à un moment tu vas dire ouais, tu vois, ou tu vas t'arrêter et donc c'est un peu... tu vois, tu es condamné en fait à toujours aller de l'avant et à jamais être satisfait en fait. Tu n'es jamais satisfait. C'est un peu le pendant, tu vois, parce que forcément, si tu oublies les choses, si tu penses qu'au futur, bah, tu n'es pas satisfait parce que tu veux dire, parce qu'en fait, tu ne peux pas te satisfaire de quelque chose puisque la seule chose qui t'intéresse, c'est ce que tu vas faire après. Mais finalement, s'il n'y a pas une forme de frustration, du coup, de... Ouais, peut-être. De toute façon, il n'y a pas de truc... De pas apprécier. Ouais, si, peut-être. Après, moi, encore une fois, ça te touche pas pour le coup. Ça me touche pas spécialement. C'est juste un état de fait, parce que de toute façon, encore une fois, t'as pas de. Je pense pas qu'il y ait de personnalité magique ou de façon de voir les choses magiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours des inconvénients, des avantages, des inconvénients, une question d'équilibre, tu vois. Donc, moi, les avantages que j'ai me créent d'autres désavantages. Mais au final, je suis bien avec mon approche. Parce que quand je vois les gens qui traînent des charges mentales de Maxi Boulet, je me dis, là, pour le coup, eux non plus, ils ne célèbrent pas, mais par contre, qu'est-ce que ça souffre, quoi, tu vois vraiment la souffrance. Alors que moi, je ne suis pas en souffrance, tu vois, donc ça va, quoi. Ouais, tu les vois déguster, du coup, toi, fondamentalement, ah oui, ça non, te mais moi, convient, tout va bien, parce que de toute façon, j'ai toujours mes projets, mes trucs. Moi, je ne suis jamais autant heureux que lorsque je fais, tu vois. Donc, je fais, machin, je construis un truc. Mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Même je fais une vidéo, je monte la vidéo, je suis content. Parce que je monte la vidéo, je fais quelque chose. Tu vois, enfin, peu importe où je découpe du bois, je fabrique un meuble, je suis content. Ouais. T'es un mec d'action, tu voilà, t'épanouis il faut être dans l'action. Ouais. Exactement. Peu importe à la limite ce que ça va être. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'étais super content. On va y venir d'ailleurs à ton livre. Mais avant ça, on va revenir toujours sur BPI France. Tu as dit vraiment beaucoup de choses super intéressantes pour eux. Tu as parlé de l'entourage.
qui est un sujet fondamental dans l'entrepreneuriat. Tu as dit, il faut bien s'entourer car entreprendre, c'est très difficile. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour trouver le ou les bons associés. C'est quoi l'impact d'être mal entouré pour un entrepreneur ? L'impact, c'est que c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire que, et là aussi, c'est un des éléments, on parlait en fait des problématiques des entrepreneurs. La solitude de l'entrepreneur, elle est réelle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des PME, des TPE, qui sont en province, qui ont leur business, leur petite entreprise, et qui sont seuls dans leur famille, dans leur entourage, à être entrepreneurs, à être patrons. Ils n'ont pas la chance d'être à Station F ou dans la French Tech ou dans des incubateurs. Ils sont seuls. Et ils ont cette vision de construire leur boîte, d'avancer, et à côté, ils ont leur famille, leurs collaborateurs, les amis qui leur disent « Mais de quoi tu me parles ? Mais pourquoi tu fais 1 million ? Pourquoi tu veux faire 10 ? Arrête, 1 million, mais t'imagines 1 million ?» Et donc, il arrive que quand ils arrivent en fait au mastermind, qu'ils voient d'autres entrepreneurs, c'est un choc pour eux parce que il y en a un qui m'a dit « Mais c'est la première fois en fait que je peux dire ce que je pense. » Et sans en fait que j'ai l'impression d'être fou parce qu'il y a un tel décalage que ouais, c'est dur. Et donc c'est pour ça qu'être entouré c'est important. C'est pas forcément avoir des associés, c'est sûr que c'est bien, mais bon, des fois la vie fait que tu ne trouves pas des associés. Mais dans ce cas, il faut aller dans des clubs d'entrepreneurs, il faut parler avec des gens, en fait, avec ses pairs, hein, PAIR, parce que sinon c'est trop dur. Et un élément, on dit toujours il faut bien s'entourer, machin, etc. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à laisser sur le bord de la route tous les boulets. C'est-à-dire les personnes toxiques qui te tirent vers le bas, qui ne veulent pas que tu réussisses parce que ça les renverrait à leur propre médiocrité, ça, il faut les jeter à la poubelle. Il faut être sans pitié. Et il ne faut pas hésiter vraiment à se débarrasser des personnes pathogènes, toxiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'il faut changer de numéro de téléphone, il faut fermer sa porte à clé. Moi, je suis sans pitié. C'est-à-dire que tu ne peux pas traîner en fait tous les boulets avec toi, tu ne peux pas élever tout le monde. Et même si tu veux le faire, d'abord tu vas t'élever toi-même et ensuite tu pourras élever les autres. Mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc ça aussi c'est important de se couper des personnes qui te tirent vers le bas. Et donc bien s'entourer, c'est aussi savoir se protéger. Tu viens de parler d'un type de personnes hyper intéressant, c'est les personnes avec qui on ne parle pas le même langage. On va leur parler de grosses ambitions et comme eux n'ont pas forcément les mêmes ambitions, on va se sentir obligé de se diminuer parce que comme tu dis, pour reprendre ton exemple, tu vas leur dire que tu vises 10 millions, ils vont dire mais 10 millions c'est énorme, t'as pas besoin de 10 millions parce qu'en fait c'est pas le même univers. Oui, il y a un décalage complet. Et ça nous diminue dans nos ambitions. Est-ce que tu dis ah bah oui, peut-être qu'il a raison, pourquoi je ferais ça ? Enfin ça paraît bizarre et tous les gens à qui tu parles ils disent que c'est bizarre, donc toi tu dis non mais c'est anormal en fait. Et donc il y a on se met, ça rajoute des barrières et puis on a cette chape de plomb et puis du coup on n'avance pas aussi vite et aussi loin qu'on l'aurait voulu. Ça t'est déjà arrivé à toi personnellement de sentir que tu ne parles pas le même langage des gens, que ça soit au début de ta carrière d'entrepreneur Ah oui bien sûr. Maintenant. Mais vite je les ai laissés sur le bord de la route. Pourquoi ? Ça t'évoquait quoi comme émotion ? Tu te sentais justement diminué ? Non, je me disais ok, il ne comprend pas ce que je veux faire, donc je ne veux plus lui parler quoi. Donc, ce qui ne veut pas dire que quand quelqu'un me critiquait ou m'apportait une vision négative mais constructive, je n'écoute pas. Hein, attention non plus à ne pas comprendre qu'il faut refuser toute critique et s'enfermer, etc. Mais quand je voyais en fait les gens, il y avait un décalage complet. En fait, je me dis, je ne peux pas avoir de relation sociale avec eux. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est quoi l'émotion, justement, toi, que tu recherches en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, parmi tes proches ? T'aimerais qu'ils te fassent ressentir quoi ? C'est quoi pour toi qui est non négociable ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui est non négociable ? En fait... le soutien, peut-être, c'est déjà, ça, c'est ça, c'est le soutien. La compréhension ? C'est le soutien, là, bien sûr. De toute façon, je pense que c'est tout ce que toute personne a envie. Hein. C'est du soutien, c'est de la compréhension. C'est de l'accompagnement, de l'aide et surtout beaucoup de bienveillance et de positivité. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas supporter d'être avec des personnes qui sont fondamentalement négatives, qui sont toujours dans le drame, qui sont toujours dans la création de problèmes ou pour qui tout est dur, tout est compliqué, ça ne va pas, ça ne va jamais, qui sont toujours de mauvaise humeur. Enfin, moi, je ne peux pas. Et donc ces personnes-là, en fait, je les vois pas, je leur parle plus. Et ça se fait naturellement. Et
Et je pense que c'est important de faire attention à son radar et d'éviter les personnes qui ne correspondent pas en fait à tes attentes. Et il n'y a pas de mal, personne, tu n'es pas obligé en fait, de passer du temps avec des temps, il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule ressource avec laquelle on ne peut pas vraiment négocier. Donc non, il faut, ça ne sert à rien. Parce qu'on s'imprègne, qu'on le veuille ou non, des énergies des autres. Ah oui, c'est sûr. Et puis pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, pourquoi s'infliger ça? Oui, exactement. Eric, tu es très engagé aussi, tu es impliqué dans l'éducation, et on va en parler. Donc voilà, pour toi, c'est hyper important de transmettre notamment aux jeunes, parce qu'en 2020, avec ton épouse, vous fondez le fonds de dotation, oui. Eric et Yvetta Larchevêque, dans le but de promouvoir des projets ludo-éducatifs et de renforcer la culture scientifique des jeunes de la région. Région Centre-Val-de-Loire. Voilà. Exactement, exactement, ta région de cœur. Et en février 2022, tu cofondes AlgoSup, une école d'informatique qui est basée à Vierzon, qui se consacre à la formation de développeurs full stack en 5 ans, avec une approche novatrice et efficace. On a travaillé. Ouais, je vois ça. Pourquoi c'est important pour toi de t'investir autant auprès des jeunes entrepreneurs ? Alors des jeunes tout court. Des jeunes tout court. Parce que là, il y a les entrepreneurs jeunes ou moins jeunes. Là, on est plutôt dans l'éducation. Des jeunes et des entrepreneurs. Des jeunes et des entrepreneurs, oui, tout à fait. Parce que la transmission, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup transmettre, conseiller, expliquer. Je prenais toujours beaucoup de plaisir à discuter, échanger avec des entrepreneurs qui me venaient me présenter leurs problématiques. Et je voyais qu'en utilisant mon expérience, j'étais capable d'apporter en fait des réponses qui leur étaient utiles. Et là, se sentir utile, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et puis, par rapport aux jeunes, en fait, qu'est-ce qu'il a à la base, en fait, un petit peu l'inspiration de pourquoi j'ai fait ce fonds de dotation et pourquoi je vais essayer d'aider les jeunes dans la culture scientifique, enfin scientifique parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire de ma maman. Elle était danseuse à l'Opéra de Paris, Petit Rat, et ensuite elle a travaillé dans des différentes troupes de danse, etc. Elle a fait la télévision. Elle s'est mariée à mon père qui était un porcelainier dans le Berry, donc bref, elle a quitté tout ça et s'est installée donc, dans la région centre. Elle a ouvert son école de danse dans un tout petit village de 1300 ou 2000 âmes, tu vois. Et ces 2000 personnes, parce que ma mère était un prof vraiment très strict, qui voulait vraiment que ses élèves aillent au bout, etc. C'était pas du tout juste comme ça. Elle voulait vraiment transmettre, elle avait cette passion et une très forte connaissance de l'art, de la danse. Eh bien, il y en a quand même 3 sur un village de 2000 qui sont se retrouvés à l'opéra ou au conservatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des talents partout et que pour les révéler, on a besoin d'avoir des personnes passionnées, passionnantes, qui vont venir transmettre ce savoir et donner de l'inspiration. Et ce type de rencontre peut vraiment tout changer. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en finançant des initiatives en termes de l'éducation, autour des maths, de la science, ça en particulier, parce que c'est ça ce qui m'intéresse, mais eh bien, je pourrais peut-être réussir à infléchir des destinées, donner envie à des jeunes de poursuivre des études scientifiques. Donc, on finance plein d'associations, rallye mathématiques, aussi des trucs pour les filles, pour les sciences. On a développé un truc qui s'appelle le Nouvel Espace des Sciences et Technologies, qui donne aux écoliers, aux collégiens, ils font plein d'expériences, de trucs avec l'éducation nationale, parce qu'ils n'ont pas accès au matériel. Et je me dis, il y en a quelques-uns en fait qui disent « Ah, c'est génial !» Et du coup, je vais aller me motiver pour faire des maths, de la physique, parce que je comprends à quoi ça peut me servir et qu'à la fin, je peux faire un cursus, peu importe. Je me dis, voilà, ça aura servi à quelque chose. Et en région centre, il n'y a pas non plus grand-chose. Et donc, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant faire quelque chose là-bas. Toi, ce côté mentor que tu as aujourd'hui, parce que finalement, c'est ça, que ça soit avec les entrepreneurs via ton mastermind ou du coup tous les jeunes que tu accompagnes via tes engagements, c'est quelque chose que tu as connu, tu as eu un mentor ou au contraire, tu n'as pas eu et tu aurais aimé en avoir un? J'ai jamais eu de mentor. Quand j'ai commencé en 96, il n'y avait pas. Il y a juste Bernard Tapie, qui a été un peu la figure de l'entrepreneur, mais bon, évidemment, je ne le connaissais pas. Voilà, donc... j'ai pas eu de personne qui a pu m'accompagner là-dedans, donc je me suis fait seul. Est-ce que c'est un regret? J'en sais rien. J'imagine que j'aurais sûrement pu aller plus vite et mieux si j'avais vu quelqu'un qui avait pu m'aider, mais ça n'a pas été le cas. Et donc oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça génial de pouvoir aider les entrepreneurs ou les plus jeunes entrepreneurs à
avancer, à faire les premiers pas, à éviter de faire des conneries, à débloquer des situations, parce que c'est très, très enrichissant d'un point de vue humain. Pour les aider à accélérer et à prendre conscience aussi de leur potentiel. Hein. Oui, mais c'est ça, briser ces plafonds de verre. Franchement, tu vois, il y a quelques années, je me disais, le mindset, c'est du bullshit, tu vois. Et en fait, en ayant travaillé tout ça, moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, j'ai aucune formation de rien, donc je ne sais pas, moi, j'ai découvert comme ça. Je me suis dit, en fait, la puissance de l'état d'esprit, elle est fondamentale. Et clairement, je travaille beaucoup là-dessus. Et l'impact que j'ai, je pense à 80% au niveau de ce mindset, et les résultats vraiment sont puissants. Donc ouais, j'ai bien changé d'avis sur ce sujet. Je vais te faire réagir à ton livre maintenant, si Okay. tu veux bien. Ouais, ton livre qui s'appelle « Entreprendre pour être libre, mon histoire et mes conseils pour passer à l'action » aux éditions M6 Éditions. Donc dedans, tu parles notamment des idées reçues dans l'entrepreneuriat et tu dis que ça ne sert à rien de faire un business plan et que parfois réfléchir, c'est le début du renoncement. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait, mais je suis, parce que tu en parles aussi dans ton livre. Donc ma question, c'est, tu prônes quel genre d'entrepreneuriat? Est-ce que tu prônes un entrepreneuriat instinct, intuition, surtout pas de stratégie? Parce que tu dis quand même que le business plan, finalement, c'est une option. C'est quoi que tu conseilles comme genre d'entrepreneuriat? C'est quoi ta religion entrepreneuriat? C'est la religion de la rue, c'est-à-dire du marché, de se confronter au réel. Moi, je suis entrepreneur, je ne suis pas homme d'affaires, c'est pas pareil. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui va racheter des entreprises, les redresser, changer des stratégies, voir des opportunités, mais c'est un gestionnaire, avec aussi un acumen très, très particulier pour la gestion financière, l'optimisation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, il va voir des problèmes, il va apporter des solutions. Et il va vraiment être dans l'exécution, et pour y arriver, il faut qu'il se confronte au réel. Il ne peut pas il peut pas rêver sa vie d'entrepreneur parce que entreprendre sur le papier, en business plan, en machin, je veux dire, ça sert à rien. Moi, je ne sais pas lire un bilan. Je m'en fous. Lire un bilan, ça ne m'a jamais aidé en fait dans ma carrière. À un moment, oui, c'est nécessaire quand tu fais tes comptes, tes trucs, tes machins, mais il y a des gens qui le font très bien, et moi, ça m'emmerde. Et c'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, c'est vraiment être sur le terrain, être dans l'action, faire le produit, le livrer dès que possible, et pas être trop dans la théorie. C'est pour ça que trop réfléchir, ça sert à rien, parce que tu poses trop de questions. De toute façon, tu te poses les mauvaises questions, parce qu'en fait, tu sais pas quelles sont les bonnes questions que tu dois te poser, vu que tu t'es pas mis sur le terrain, donc ça sert à rien. Faire un business plan, ok, ça peut être un exercice utile, si tu as besoin de te projeter, de réfléchir, ouais, je dis pas que ça sert si, ça sert à rien, mais si tu as besoin d'écrire des trucs, écris des trucs. Mais surtout, passe pas en fait, des semaines à écrire un truc de 40 pages que personne ne lira, personne ne le lira. Moi, j'ai jamais rédigé un business plan, ça m'intéresse pas. Et si un entrepreneur m'envoie un business plan, je dis, mais d'où tu viens, de quelle planète t'habites, quoi. Donc tout ça, c'est bien pour les écoles de commerce qui s'amusent à jouer aux entrepreneurs, mais dans la vraie vie, honnêtement, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cash flow, les entrées, les sorties, les coûts. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais encore une fois, c'est du pragmatisme. Du pragmatisme, tout ça, c'est que du bon sens. Mais en fait, c'est de ça dont tu parles quand tu parles de réflexion, c'est l'overthinking. C'est le fait de se dire, ok, si je me lance, déjà prise de tête, il me faut un site internet, optimiser SEO. En fait, on en fait des tonnes. Ouais. Et du coup, on se lance pas parce qu'on est démotivé. On complique vachement les choses, en fait. Alors que, moi, j'ai envie de citer Orelsan, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Finalement, c'est une question d'action. Quand tu parles d'entrepreneuriat, même si on le sait, c'est compliqué, il y a la charge mentale. Au final, c'est une idée et hop, on y va. Je dirais pas c'est simple parce qu'on peut pas se permettre de dire c'est simple, mais en tout cas, c'est pas aussi compliqué qu'on veut l'entendre. C'est du bon sens, c'est mettre les choses dans l'ordre et puis avancer. C'est dans l'exécution, dans l'action. Et il n'y a que ça qui compte. Parce que même l'idée, on s'en fout en fait. Hein. Donc c'est vraiment l'exécution qui compte. Et donc ça veut dire qu'il faut être dans l'action, il faut être sur le terrain. Il faut pas avoir peur en fait de se confronter à la réalité des choses et donc de potentiellement se prendre des claques dans la figure. Et ça revient toujours à cette notion de mindset, de peur, et donc de réussir à dépasser ses peurs. Et le seul moyen de dépasser ses peurs, c'est d'être dans l'action, de faire un premier pas. Et donc c'est simple au final. Eh ben, on finira sur ces mots extrêmement inspirants. Merci énormément Éric Larchevêque d'avoir été ici pour partager toutes tes lumières. Si ça te va, on se fait un check de fin ?
Yes.